et on va parler de closing. Alors, je suis très content qu'on fasse cet appel parce que j'ai toujours eu des préjugés racistes contre les. Enfin, je suis raciste contre les closers. Pour moi, les closers, c'est une race, et c'est une sale race. Et pour moi, c'est le mec avec la gomina, les cheveux, la chemise ouverte jusqu'ici. Et si possible, j'irai dans une tour en verre à Tel Aviv qui vend des panneaux solaires je dirais à Mireille du 36 qui comprend rien à rien et à la vie, quoi. Et donc, je suis content qu'on ait un closer présent pour nous parler de ce métier, pour réhabiliter ce métier. Parce que mine de rien, c'est un des métiers qui fait que les business en ligne tournent et qu'il y a aujourd'hui énormément d'infopreneurs qui passent par ça et qui passent notamment par toi. Euh, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Je te remercie déjà de m'inviter. C'est top. Et en plus, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que je vais pas faire semblant. Je veux dire, évidemment que je pense que plus de 80% de la masse commerciale mondiale est affectée à des pratiques peu reluisantes, tu vois, dont je pense 90% dans le domaine de l'énergie et le reste sur l'infoprenariat, etc. Donc je comprends qu'il y a cette vision à l'extérieur. Moi, en gros, je m'appelle Alexis. Je suis parti. Alors, je suis né bègue et gros, donc dos au mur. On Et en peut plus, naître avec. gros. Je crois que ouais. Alors, disons que je suis né avec des capacités euh, assez grandes à prendre du poids rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu la sensation de regarder un croissant à travers la vitrine et prendre 2 tours de taille. Tu vois. Ok. C'est Ok. Donc bref, je suis né avec globalement pas mal d'attraits qui m'éloignaient du côté très sociable, très social, pouvoir parler, discuter, faire des rencontres et tout. Et je tombais du coup complètement amoureux de Tony Robbins, Grant Cardone, ces mecs-là qui prenaient un mic, partaient on stage et réussissaient à mettre de l'énergie à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui les écoutaient. Vraiment, ça m'a fait vibrer. Je me suis dit, en fait, j'aimerais réussir à faire en sorte que les gens en face m'écoutent, non plus pour qui je suis, parce qu'en fait, j'ai toujours été le petit gamin qui faisait rire tout le monde, tu vois, donc les gens m'écoutaient, mais pas pour le fond, juste pour la forme. Et j'aimerais vraiment que les gens m'écoutent pour ce que j'ai envie de dire à l'intérieur, parce que j'aime beaucoup discuter, partager, essayer de prendre l'ascendant psychologique sur les personnes. Et je me suis dit, putain, il faut que absolument que je rencontre ces gens-là, parce que j'ai un peu la sensation qu'en France, il n'y a aucune personne qui leur arrive à la cheville d'un point de vue communication. Je fais un petit peu d'argent avec un business bancal, et je pars aux États-Unis avec l'argent que j'avais mis de côté. Et en fait, si tu veux, je trouve un job là-bas parce que mon oncle y habite, donc il me met dans un petit call center. Long story short, parce que l'idée, c'est que je me demandais comment est-ce que je fais pour faire de l'argent et comment est-ce que je fais pour faire de l'argent dans un domaine qui me permet de kiffer et d'évoluer et de comprendre des choses. Je me suis dit, la vente, c'est le diamant brut sur lequel je dois absolument me concentrer. J'arrive aux States, j'achète des séminaires, j'achète des conférences. Je suis comme un ouf. Je vois ces rockstars que j'ai regardés pendant des mois et des mois sur YouTube. Et je me dis, ouais, putain, ils ont compris un truc. Ils ont compris un truc parce que t'as combien de personnes en France qui, dans un lobby d'hôtel, voient quelqu'un qui les attire ou qui leur montre une bonne énergie et qui a les couilles d'aller serrer la main? Combien t'en as? Zéro. Je suis arrivé à Miami le premier jour, enfin, zéro, je sais pas, mais pas assez en tout cas. Tu veux dire, toi, t'es là, t'es dans un lobby d'hôtel pour une raison X ou Y. Tu dis, tiens, cette personne-là, elle a une vibe particulière et je vais lui parler. Ouais. Et ce Toi, qui est tu ouf, fais c'est ça, que ça, les toi. gens se demandent, mec, daily. Et alors, moi, je suis en plus un peu plus peu chic que ça parce que je me suis mis certaines règles. Par exemple, j'ai une règle de bonne conduite qui Mhm. est on négocie tout, 100%. Et Ok. alors, c'est un peu débile comme règle parce que quand on va acheter une glace au Dubai Mall, tu vois, ça paraît stupide de négocier pour 20 dirhams. Mais en fait, l'idée, c'est que, tu vois, moi, j'ai fait pas mal de boxe, c'est mon sport. Et en Ouais. fait, ce qui est fou avec la boxe, c'est que, admettons que tu t'entraînes pendant un mois tous les jours, tu atteins un très bon niveau, tu fais ton combat, et ensuite tu prends une pause d'une semaine. En fait, ce qui est dingue, c'est que tu auras beau t'être entraîné autant que tu veux, le lundi où tu reprends après ta semaine de break, tu vas baisser ta garde, tu vas détourner le regard, tu vas te mettre dos à la personne. Tu vas en fait avoir des réflexes qui sont extrêmement humains. Parce que dans ma vision du monde, le fait d'aller te prendre des grandes lourdes par un mec d'un 90 et de 95 kilos sur un ring, comme le fait d'aller serrer la main à une personne que tu connais pas dans un lobby d'hôtel, c'est un truc qui est extrêmement contre-intuitif pour le cerveau humain. Le cerveau humain il est là pour nous protéger. Et par définition, c'est difficile de passer ce pas-là. Et ça, c'est quelque chose qui est contre-intuitif pour toi ou pas? Moi, au début, ça l'était de dingue, ouais. Ok. En fait, j'ai jamais été très timide.
Donc j'avais quand même le step numéro 1 qui a été fait. J'étais pas à 0, je pense que j'étais à 1. Et souvent le 0 à 1, c'est le plus compliqué à faire parce que faut multiplier par l'infini, tu vois. Mais par contre, je voyais des personnes qui marchaient sur l'eau. Ces personnes qui, tu vois, parlent à tout le monde. Tu sais, les mecs qui vendent des chouchous et des beignets sur la plage, tu vois, ces mecs-là. Ouais, ouais. Les mecs-là sont incroyables, tu vois. Ils ont aucune gêne, aucun regard sur l'autre. Ils s'en battent les couilles, ils font leur truc. Ils arrivent à capter l'attention. Et bref, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle parce que le premier jour où je monte dans l'ascenseur, il y a un mec derrière moi qui me dit Hey, what up? How was your day? Je dis mec, je me disais mais il veut quoi ce gars-là, tu vois? On se connaît pas, tu vois. Et en fait, j'ai compris que c'était la culture qui était ainsi. Et dès que je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde était comme ça et que c'était la majorité des personnes qui avaient très peu d'attache au regard des autres et qui étaient capables d'aller voir des gens, connecter, networker facilement, je me suis dit ok, c'est vraiment là que je kiffe être et j'adore l'énergie qu'il y a. Ok. En fait, ce qui est assez, enfin, moi, enfin, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'à la fois, je suis un peu schizophrène, mais je suis très d'accord avec le fait, tu vois, que, bah, il faut évoluer pour aller chercher des opportunités ou même pour évoluer en tant que personne, tu vois, parce que sinon, c'est un peu la fonction de la vie d'évoluer, tu vois. Au même moment, tout le temps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont faits pour certaines personnes et pas pour d'autres? Et qu'en fait, si c'est pas fait pour toi et que tu pousses comme un taré, tu vas juste te faire du mal. Alors qu'il y a un truc qui est fait pour toi, et si tu le trouves et que tu double down comme un enculé dessus et que tu t'iterres comme un enculé dessus, tu deviendras une machine dans un domaine. Puis une fois que tu es une machine dans un domaine, a priori t'es bon, quoi. Parce que si t'es genre dans les 001 world dans ton sujet, même si ton sujet c'est genre le patinage de glace ou lever des vitres sur le Burj Khalifa à 1 km du sol, Tu gagnes de la thune, il y a moyen de faire un truc, ouais, tu gagnes de la thune, tu bien vois. sûr. Et Je c'est suis, pour ça que je je te suis demandais ultra après d'accord si avec ça. c'était inné ou acquis. Moi, si tu veux, typiquement, ouais, je vais pas aller serrer les mains à des mecs dans un lobby d'hôtel, quoi. Après, ouais, moi, Bien parce sûr. que mode, bah, tu vois, je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit, quoi. Mais ça, justement, parce que toi, bon, comme t'es vraiment dans une dynamique justement d'évolution, dans une dynamique de, ok, finalement, on est en mode acquis, on n'est pas en mode inné. Et je trouve que c'est la bonne démarche parce qu'au moins, ça force les gens à se mettre en mouvement. Et puis, une fois qu'ils ont été mis en mouvement, bah, ils peuvent se reposer la question de savoir qu'est-ce qui est bien pour eux, qu'est-ce qui est pas bien pour eux. Donc toi, tu formes des mecs au closing aujourd'hui, ouais. Ouais, je voulais pas interrompre ton histoire. T'avais terminé sur la boucle avec les États-Unis ou pas? Ouais, ben en fait, moi j'ai trop envie de rebondir sur ton truc parce que tu sais, il y a ce fameux livre qui te raconte la loi des 10 000 heures. Ok. Et Ouais. effectivement que je sais pas à quel point il faut prendre au sérieux ce truc-là parce que moi je suis quand même bien d'accord. Enfin, quand tu vois Messi jouer au foot, t'as pas l'impression que le mec a eu besoin de s'entraîner 10 000 heures pour arriver à son niveau, tu vois. Tu sais très bien qu'il y a une part d'inné, que le mec était comme voué, gifted pour faire ce truc-là. Maintenant, ce que je me dis, c'est que le plus compliqué dans cette histoire, c'est, admettons que moi, par exemple, intrinsèquement, je sois pas fait pour la vente. Ce qui est très probable, en réalité. Mhm. D'ailleurs, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas choisi la vente par volonté, je l'ai choisi par dépit. C'est-à-dire que moi, je voulais faire de la thune, je voulais faire de l'oseille. Je me suis dit, mec, globalement, techniquement, je suis pas très bon. Je suis pas un mec qui a réfléchi extrêmement bien, extrêmement vite, en tout cas sur plein de sujets différents. Par contre, quand je vais dehors et que je parle à des gens, je suis prêt à leur faire, et je peux leur faire gober n'importe quoi, et je suis prêt à leur faire faire tout ce que je veux, et les personnes ne s'en rendent pas compte et disent amen. Donc globalement, je me suis dit, ok, en prenant, tu vois, le, comment t'appelles ça? Deux cercles qui s'entrecroisent, le milieu, on l'appelle comment? Le cercle, L'intersection. l'intersection, merci. Ah, qui a fait Des des deux études de ça. mondes. Non, mais tu sais, c'est Ikigai. Fais ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé, ce dont le monde a besoin, etc. Ouais, En fait, ouais, je me ouais. suis dit, bon, écoute, c'est un bon truc entre un skill que j'ai déjà a priori pas mal et un truc qui peut me rapporter de la thune. Maintenant, ce que je me dis, c'est pour un mec qui commence. D'ailleurs, toi, par exemple, ce serait quoi ta stratégie? Le problème, c'est que quand tu essaies plein de trucs, je veux dire, c'est pas très excitant d'essayer de Non. plein de trucs parce que tu commences quelque chose, tu vois que tu n'y arrives pas. Donc, en gros, ton circuit de dopamine, il est cassé, tu recommences. Et c'est des trucs qui sont extrêmement short terme. Et pour moi, c'est bien plus excitant de rentrer dans un domaine, même si t'aimes pas trop, tu te forces un petit peu jusqu'à arriver à un certain stade. Mais comment on pourrait faire pour que n'importe qui se sent par exemple pas aligné avec le fait d'être un gros técos ou un gros vendeur, puisse, tu vois, tester plein de choses de manière subtile, sans trop se mettre skin in the game, et vite avoir l'insight de, ok, c'est sur ce marché que je suis bon, ou dans cette niche que j'ai envie de travailler, ou ce skill que j'ai envie de développer. Franchement, c'est compliqué parce que Pas facile, tu vois. c'est super compliqué. Je te donne un peu un exemple. Enfin,
enfin, moi, un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est tout ce qui est productivité, routine, organisation. Il y a des bouquins sur The One Thing, sur The Morning Routine, sur le machin, etc. Ok. Je n'ai jamais rien fait de ma vie de ces trucs-là, et je défonce en termes de result tous les mecs que je connais qui font ça. Et c'est pas des débiles, hein, tu vois, je me compare pas à des gens qui sont bêtes. Je parle de gens qui sont structurés, compétents, intelligents, bosseurs, motivés, etc., quoi. Tu vois, enfin, vraiment, on est quand même sur une présélection intéressante. Et je les massacre en termes de chiffres, tu vois, pour la plupart. Euh, et en fait, juste à la conclusion, mais en fait, pour moi, c'est truc. Ma zone de génie, elle n'est pas là. Ma zone de génie, c'est pas de me réveiller à 6 heures du matin et en fait, d'aller au sport et du coup, d'avoir, je sais pas quoi, de sérotonine dans mon corps et puis après d'aller faire du deep work, etc. C'est juste pas pour moi. Moi, mon truc, c'est finalement, je vis de curiosité et d'idées et puis, je bosse sur un sujet puis je finis par avoir, OK, la combinaison intéressante qui fait que ça va débloquer la monétisation, la croissance, des partenariats ou autre, quoi. Et c'est là, en fait, que je crée de la valeur économique. Euh, Trop stylé. donc Ouais, en je suis fait, d'accord. et en fait, depuis, ça m'a pas mal fait challenge, enfin, ça m'a pas mal fait réfléchir sur, en fait, ouais, vers quoi il faut aller, vers quelle opportunité il faut aller, est-ce qu'il faut se forcer? Moi, j'ai essayé d'apprendre à coder, par exemple. Moi, mon truc, c'était, j'ai Hmm. voulu apprendre à coder. Les développeurs m'ont toujours cassé les couilles. Et surtout, au tout début de ma carrière, on va dire sur Internet, quoi, je voulais créer des projets techno, je savais pas développer, j'ai pas d'argent pour payer de dev, et surtout, je connaissais pas de développeurs, et j'ai pas vraiment la fibre sociale pour aller voir des mecs et puis aller les embobiner pour qu'ils aillent, tu vois, bosser sur mon projet. Je savais pas faire. Et d'ailleurs, je sais toujours pas faire. Euh, mais je fais du copywriting, mais c'est différent. Euh, et du coup, j'ai voulu apprendre à coder, quoi. Et putain, je te jure, j'ai fait tous les tutos de la Terre. Et quand je suivais les tutos pour apprendre à coder, ça donnait jamais le bon résultat. Ça donnait genre, je copiais, collais, si, ils sont là, ok, tu prends le code et tu le copies très bien. Tu le mets sur ton, je sais pas quoi, TextEdit ou je sais pas comment ça s'appelle, le truc là pour faire du code, quoi. Tu le mets dedans. Après, t'appuies pour lancer le code. Et il y a toujours une erreur. Putain, j'ai copié-collé le code. Comment peut y avoir une erreur? Tu vois? Et ça n'a jamais marché pour moi, quoi. Et juste, voilà, coder, c'est pas pour moi, quoi. Alors, coder, c'est peut-être le Eh futur ouais. ou pas, mais c'est pas pour moi, quoi. Mais tu vois, comme c'est des questions difficiles, parce que genre, c'est jusqu'à où est-ce que c'est pas pour toi? Jusque où est-ce que je vais et jusqu'à où je me mets in dans la tentative pour me Ouais. dire, OK, je suis convaincu du fait que c'est parce que, et tu vois, et c'est là où, bon, et je vais pas faire de mec qui se plaint parce que ça me fait gagner, je gagne de l'argent avec ça, mais tu vois, tu sais, tous ces gourous du web qui vendent de la formation et qui te vendent les techniques parfaites pour devenir milliardaire. Ouais. Bon, C'est moi, il y a ça. un upside, c'est que, ouais, aussi, tu vois, il y a un upside, c'est que ça structure quand même, ça fait passer beaucoup de personnes du 0 à 1. Et je pense Mhm. que le 0 à 1, c'est quand même compliqué. Mais le fait est que du coup, t'as beaucoup de personnes qui en réalité ne devraient pas se calquer sur d'autres et qui s'obligent à se calquer comme des débiles et qui se retrouvent 3 ans plus tard à vouloir se tirer une balle parce qu'en fait, ils vivent la vie d'une personne qui n'est pas la leur ou que sais-je, tu vois. Ouais, mais ça, c'est global un peu dans tout dans la vie, quoi. C'est, tu prends le mec qui fait des grandes études et qui va bosser chez McKinsey. Crois-moi, 3 ans plus tard, une fois qu'il a eu sa promotion, il s'est rendu compte que ça sert absolument à rien. Il a fini de se mettre une balle, quoi. Mais, Ouais. euh, mais du coup, ouais. C'est vrai que, si moi je reprends l'analogie du code, c'est vrai que j'ai essayé, ça a foiré, j'ai réessayé, ça a foiré. Et j'ai quand même fait ça pendant 1 an et demi, tu vois. J'ai fait autre chose à côté, tu vois. T'entends, je dis, ok, j'arrête. Et pendant 2 mois, je sais pas, j'ai fait du marketing, j'ai fait autre chose, tu vois. Mais après, j'y revenais, quoi. Et je réessayais. Et ça marchait pas, ça me cassait les couilles. J'ai testé les formations, un truc gratuit, les tutos payants, les machins, et c'est vrai qu'à terme, ok, c'était pas pour moi, quoi. Du coup, si on parle de closing, juste très rapidement, tu définirais comment, toi, le métier de closing et un closer? Putain, mec, ça c'est la pire question. Je sais pas répondre à cette question parce que Bah, j'en ai enfin, un. dit autrement, un closer, il fait quoi, en fait? C'est quoi le job d'un closer? Euh, ok, c'est quoi un peu la pipe, quoi? C'est qu'il reçoit Ouais, une liste de leads à ok, contacter, il a un effectivement. script, un produit. C'est quoi le bail, quoi? Ouais. Donc il y a deux, pour moi, il y a deux sujets sur lesquels il faut discuter. Il y a la partie philosophique. C'est quoi le closing et la vente en Mhm. réalité? Selon moi, c'est pour les personnes qui veulent être dans ce truc-là et qui veulent gagner de l'argent. Le principe de vente, c'est très simple, c'est prendre quelqu'un au téléphone et être assez bon pour lui prouver par A plus B que c'est vous qui avez raison et que vous allez gagner la fin de l'appel. Basta. Il n'y a aucun autre sujet. Je suis très peu dans le partage des gens qui disent ouais, il faut changer tes vies, il faut être dans l'amour, dans le partage. Mes couilles, ça j'y crois pas. Moi, je pense que faut être très honnête avec soi-même. Il faut être très confiant par rapport à ses compétences. On pourra rentrer en détail par la suite. Et quand ces deux trucs-là sont alignés, en général, on fait du blé. Et l'autre partie, comment ça se passe? Bon, c'est assez simple, hein. Techniquement, il y a un client qui met de l'acquisition, elle peut être paid ou elle peut être organique.
des leads qui tombent via X système. Ça peut être un calendrier avec un agenda, ça peut être un typeform avec, par exemple, tu as une liste d'attente ou une pré-sale. Ok. Et derrière, votre job, il est pas plus compliqué que prendre votre téléphone, taper un numéro de téléphone, appeler, ou alors arriver sur une réunion Zoom si on passe par Calendly et que Calendly génère automatiquement des liens. Ouais. Arriver devant un gars, avoir une trame préparée au début qui, selon moi, faut apprendre par cœur et par la suite réussir à divaguer parce qu'on s'est assez entraîné et faire en sorte de prendre son prospect d'un point A, de l'amener par plein de dérives et de postures émotionnelles pour qu'à la fin de l'appel, il soit convaincu que c'est toi la meilleure solution et qu'il doit absolument te suivre. Et quand tu es closer, la trame et le script, il est fourni entre guillemets par ton supérieur, par le client. Enfin, quand je dis client, c'est le gars qui vous recrute comme société de closing. Ça se passe comment la matière première, Ça dépend. elle vient d'où? Ouais, ça dépend, ça dépend. Bah nous, tu vois, c'est un peu ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça qu'on fait des accompagnements parce que tu vois, le job de sales, c'est un job à part selon Mhm. moi. Par exemple, tu vois, une assistante peut s'occuper un peu de partie tech et apprendre les choses, peut s'occuper un peu des finances et apprendre les choses. Elle peut aider, tu vois, et avoir cette idée couteau suisse. Ouais. Un tech pourra pas passer vendeur demain. Ouais. Selon moi, il y a une grosse limite dans les boîtes entre le département sales et tous les autres départements. Et ça signifie que bah, ça dépend de qui te recrute. Parce que si tu te fais recruter par un DRH, moi je vous conseille absolument pas de prendre sa trame de vente si vous en fournissez une, tu vois. Parce que ce mec-là, c'est un DRH et c'est pas un Oh, sales. ouais, 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 Si c'est vous ça. êtes après bon, le fait est que si on parle d'infoprenariat pur et dur en général, quand un sales rentre dans une boîte, il a une trame de vente qui est fournie, il a des cadres qui sont fournis, il a des outils, des pages de persuasion, des vidéos vers lesquelles renvoyer, des capsules de follow-up. Mais 99% des cas, c'est des outils merdiques, pas dans le fond, mais dans la forme, c'est-à-dire qui ont été très mal construits et très mal conçus. Et c'est un peu un drame, tu vois, c'est qu'en fait, nous, ce que je répète tous les jours à mes clients, c'est qu'ils préfèrent avoir des sales catastrophiques et des managers d'exception que l'inverse, à coup sûr. En fait, le problème, c'est que un sales, il faut comprendre que c'est une personne qu'on fout sur un rail, à qui on donne des tâches et qui doit les appliquer toute la journée, en faire le maximum. Ok. C'est un mec qui gagne au volume. Et le problème, c'est que si tu prends un mec sur un rail, mais qui a un débile au-dessus, qui une fois par demi-heure modifie l'orientation du rail, ça devient un carnage. A contrario, tu prends des sales qui sont pas très intelligents, un peu autistes, mais qui vont passer toute la journée les mêmes appels et faire exactement les mêmes choses sans se poser 36 questions, même s'ils n'ont pas des compétences qui sont exceptionnelles. Ben, si t'as un mec au-dessus ultra cadré pour les diriger, en vrai, le volume sur le moyen terme surpassera largement le fait d'avoir des sales d'exception, tu vois. C'est super intéressant, ouais. Ok. Donc c'est vraiment, en fait, si jamais tu fais du bif comme closer ou comme sales, ça va beaucoup dépendre finalement du rail sur lequel tu es posé, donc de la team que tu rejoins, donc finalement avec qui tu travailles ou sous qui tu travailles. Et donc en fait, une grande partie de ton succès va dépendre de ça, quoi. Au Ouais, moins c'est pour un ouf ça. débutant ou pour quelqu'un qui démarre, quoi. Pas pour quelqu'un qui est senior, quoi. Bah, ouais, ouais. Nous, on le voit, on a des personnes qui honnêtement sont pas des personnes très compétentes. Par exemple, alors là, je donne un contre-exemple, mais Mhm. Quentin, tu te rappelles quand tu es venu ici, il y avait un sales qui était Mhm. ici là dans mon salon. Quentin. Ouais. Ben, ce mec-là, euh, qui aujourd'hui est un bon commercial, mais il y a un an qu'il nous a rejoint, c'était un sales moyen, tu vois. C'était juste un mec qui a la tchatch et qui réussit à niquer des meufs parce que il a du bagou. Donc, tu vois, c'est quand même loin. C'était un bon début, disons, mais c'est quand même loin d'être un sales d'exception. Ben, ce mec-là, il est rentré dans l'une de nos boîtes durant le trimestre des NFT et nous, on accompagnait des projets sur la partie marketing. Bah, tu vois, il a fait 54 commissions le deuxième mois de son activité. Donc, ce mec est parti de France. Il a été pendant un an moniteur de jet ski dans une putain de base nautique à Sun and Fun à côté de Bourg-Valarabe. On l'a recruté chez nous parce que c'était un bon pote à nous et qu'on aimait bien le flow qu'il avait. Ce gars-là, le mois de décembre, il fait peut-être pas, je sais pas, 3, 4, 5 000 euros de commission. Le mois de janvier, il fait 50 000, tu vois. Parce Le que il a être dans une bonne boîte, moniteur de avec un jet bon ski. coaching. Ouais, mais est-ce que tu sais, moniteur de jet ski, tu rencontres des gens toute la journée, il faut gérer plein de trucs pour réussir à être à la fois assez strict pour pas que les Voilà. gars foncent dans les dunes, mais à la fois assez friendly pour les personnes qui kiffent le moment qui Et passe. qu'ils Donc, reviennent, etc., qu'ils aient eu une bonne exact, tu vois. expérience, et qu'ils aient kiffé le Donc, gars et tout. je crois que c'était assez intéressant parce que c'est une personne qui au final avait pas mal de skills que nous, on cherchait. Et ce mec-là, il est tombé sur un bon timing et il a closé, je sais pas, 1,2 ou 1,3 million d'euros sur le mois de janvier, tu vois.